Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre ce mercredi pour votre émission habituelle. C'est Regard sur les communes. Regard sur les communes, une thématique centrale ce soir pour vous permettre tout au moins d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur le processus de décentralisation au Cameroun et partout en Afrique. Nous parlons de la décentralisation comme modèle de gouvernance en Afrique subsaharienne. Comprenons sa pertinence. Voilà ce qui va nous retenir en haleine ces 90 prochaines minutes. Ça sera bien sûr par le soin de nos consultants du jour. En tout cas, un est déjà sur ce plateau, les autres sont encore attendus. Nous allons y aller. Vincent Yedeux est conseiller municipal en politique. Monsieur le conseiller, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir, Pépin, et merci pour l'invitation. J'imagine que cette année débute très très bien chez vous. Je voudrais vous dire très bonne année 2023. Merci, bonne année à vous également et à votre famille, à toute l'équipe qui nous accompagne ce soir. L'année, effectivement, débute bien. Vous savez, il y a des élections qui arrivent et le PCN est challenger. Donc, on va dire l'année débute bien. Vous êtes donc élu local, il faut rappeler à nos téléspectateurs, nous attendons d'autres sur ce plateau. On va donc prendre le tout premier reportage pour essayer de planter le décor. Ce reportage, précisément, parle bel et bien du développement des étapes de la décentralisation. C'est en Côte d'Ivoire. Je vous suggère de suivre avec beaucoup d'attention. Nous revenons pour les échanges. Du village aux agglomérations en passant par les communes rurales et villes, le processus de décentralisation a beaucoup évolué en Côte d'Ivoire. À l'époque coloniale, l'on parlait de communes mixtes, de communes de moyen exercice et de communes de plein exercice. Après l'indépendance en 1960, l'on assiste à la création de communes rurales, de villes, de départements, de conseils généraux et régionaux selon les régimes de 1960 à 2011. Mais la mission de la décentralisation reste la même, à savoir permettre aux populations locales de conduire par elles-mêmes leur destin en identifiant les projets et activités qu'elles jugent convenir le plus à leurs aspirations dans le souci d'une amélioration de leur bien-être. Sur le terrain, il se pose souvent des conflits de compétences entre les acteurs de décentralisation que sont les élus locaux, les populations locales, les agents des collectivités territoriales et les acteurs étatiques en charge du contrôle des activités des entités décentralisées. Le processus de décentralisation tel que organisé aujourd'hui devrait permettre à chacun des acteurs de jouer pleinement son rôle pour désenclaver les villages, hisser les villes au rang des grandes agglomérations occidentales. C'est possible, à condition que les populations se familiarisent au bien fondé de la décentralisation territoriale. Merci donc pour ce reportage. Alors, Vincent Yedeux, vous êtes conseiller municipal. Le processus de décentralisation choisi par la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, pour vous, est-il un moyen par lequel on peut rapidement accélérer le développement à la partie de la base? Oui, en fait, la décentralisation arrive comme cette espèce de phénomène-là qui permet à l'État central de souffler et qui remet aux populations à la base, n'est-ce pas, le droit de décider, n'est-ce pas, de ce qui est bien pour elles. C'est-à-dire le pouvoir. Oui, absolument. Vous savez, jusqu'à une certaine époque, toutes les décisions étaient prises au niveau central et très souvent, dans leur applicabilité, il y avait un problème avec les besoins réels des populations. Et donc, la décentralisation arrive donc comme le moyen qui permet aux populations, n'est-ce pas, en fonction de leurs besoins, n'est-ce pas, de choisir quelles sont les priorités pour elles et de participer elles-mêmes au processus de décision, n'est-ce pas? Et cela a un effet sur, déjà sur l'état d'esprit des populations qui se sentent prises en considération, qui se sentent importantes et qui se sentent valorisées parce que pouvant prendre des décisions qui impactent directement leur vie. Donc la décentralisation qui arrive donc
c'est une très bonne chose pour les populations, que ce soit, n'est-ce pas, au Cameroun ici ou partout ailleurs, comme nous l'avons vu en Côte d'Ivoire. Vous voyez bien que les populations, à la base, n'est-ce pas, contribuent à leur propre bien-être. Vous avez comme impression que les États ont suffisamment préparé quand même les populations à cette nouvelle donne, cette gouvernance qui veut que ces populations soient entièrement impliquées pour leur propre développement. Avez-vous comme impression que ces États ont suffisamment préparé ces populations ou les acteurs même qui mènent ce développement sont-ils suffisamment préparés? Maintenant, il y a un distinguo qu'il faut faire entre le désir des populations de participer à leur vie, au développement de leur communauté, et maintenant les acteurs qui doivent participer à rendre cela concret. Donc, l'État, en réalité, répond aux besoins des populations parce que c'est un désir qui émane de la base, ce désir, n'est-ce pas, de se prendre en charge, de décider sur les problèmes qui concernent les populations. C'est un désir qui vient à la base. Mais il y a un laxisme quelque part. Ça traîne un peu dans la chaîne. Il y a un laxisme quelque part. Il y a soit l'État lui-même ou les acteurs qui sont censés jouer des rôles aussi importants pour ce processus semblent peut-être pas comprendre exactement là où aller ou alors freiner l'activité. C'est pour ça que je demandais si des esprits étaient suffisamment préparés pour accéder à cette gouvernance. Bon, je vais prendre le cas du Cameroun, par exemple. Que vous connaissez très bien. Que je connais très bien. On commence à parler de la décentralisation au lendemain, n'est-ce pas, de la tripartite qui avait eu lieu en 1993. Tout à fait. Où les populations ont revendiqué justement le fait de pouvoir se prendre en charge, qui estimaient que l'État central avait tout confisqué. Et c'est là d'ailleurs où on a entendu les premières revendications qui conduiront à la crise anglophone en 2017. Donc, parti de là, l'État central a été obligé de lâcher du lest, en concédant donc aux populations la décentralisation. Sauf que, puisque l'idée principale n'était pas venue du pouvoir central, mais plutôt de la base, il s'est donc employé à y mettre des verrous. C'est pour cela qu'on avait introduit au Cameroun, par exemple, cette notion de les institutions vont être mises en place progressivement. Vous voyez que 26 ans plus tard, nous n'avons pas achevé le processus. Et donc, il y a d'une part donc, des réticences de l'administration centrale qui vont se ressentir dans le déploiement des différents acteurs au niveau étatique. Je vais vous dire que dans le cadre de la loi sur les collectivités territoriales décentralisées, toutes les mesures qui sont prises là, la loi de 2019, oui. Il faut attendre les décrets d'application. Pas plus tard que la semaine dernière, le ministre de la décentralisation et du développement local rappelait aux maires qu'ils doivent attendre le décret d'application pour pouvoir recruter des infirmières et des aides-soignantes dans les formations locales. Oui, la fonction publique locale. Absolument. Oui. Donc, il y a au niveau central ces blocages-là, cette volonté politique qui n'est pas manifeste et qui tend à freiner, n'est-ce pas, la mise en application de la décentralisation. Mais maintenant, les acteurs eux-mêmes, les bénéficiaires de cette décentralisation, qui sont les élus locaux, pour la plupart, n'ont aucune formation, n'est-ce pas, pour la gestion des collectivités territoriales décentralisées. Malgré les séminaires qu'on offre à leur portée par-ci et par-là. Je voudrais vous rappeler que pour les élus de Yaoundé, c'est en novembre qu'ils ont subi une session de formation, soit plus de 2 ans et demi après qu'ils aient été élus. Ben écoutez, si c'est 2 ans et demi après qu'on vient vous former, il y a un problème. Mais en réalité, c'est parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des élus locaux n'étaient pas formés, n'étaient pas prêts, n'est-ce pas, pour engager ce challenge. Je voudrais quand même dire, pour mettre à l'actif de l'État, qu'il y a la NASLA, n'est-ce pas, du côté de Buea, qui est justement là pour la formation des élus locaux et qui fait un certain nombre de séminaires. Mais malheureusement, ça prend du temps
Et très souvent, on va vers la fin du mandat sans avoir véritablement pris la mesure, n'est-ce pas, de la chose. Et c'est tout cela qui fait en sorte que les effets ne soient pas toujours très perceptibles. Sur le terrain. Nous savons que le processus a été officiellement lancé au Cameroun en 2010. 2010-2023, ça fait 13 ans déjà, s'il faudra faire des chiffres, pour ceux qui aiment bien les chiffres. On va dire en 13 ans quand même. Avez-vous comme impression qu'il y a une visibilité dans la chose? C'est vrai que les institutions ont été mises en pied. Vous avez le tout d'un organe, c'est-à-dire les régions qui fonctionnent déjà, même si certains cherchent encore des sièges. Mais ces régions sont quand même déjà en activité. Mais de là, au niveau de l'impulsion qu'il faut donner effectivement pour que ces populations ressentent même les biens fondés de cette décentralisation, avez-vous comme impression que le pays a déjà fait un pas en avant? Il faut déjà dire que la mise en place des différentes institutions est un pas quand même qu'il faut saluer. Parce que cette décentralisation ne pourrait pas être implémentée sans les différentes institutions. Et je voudrais dire également qu'on peut se féliciter de ce que sur le terrain, il y a une véritable valorisation des élus locaux qui, jusqu'à une certaine époque, les exécutifs étaient plutôt nommés. Mais maintenant, ils sont élus et ça leur donne une certaine légitimité. On voit de moins en moins l'inclusion de l'État dans les affaires des CTD, sauf, évidemment, et on peut les comprendre, il faut toujours, lorsque les délibérations ont été votées, les faire accepter, les faire valider, n'est-ce pas, par l'État central, par le représentant de l'État. Bon, ça encore, on peut comprendre. Donc, je disais qu'on ressent quand même, un certain frémissement, et surtout ces derniers temps, avec cette loi de 2019, je voudrais vous dire que dans la commune où je suis, par exemple, Vous êtes dans quelle commune? Je suis dans la commune de Douala-Crasiem. Tout à fait. C'est au Cameroun. Et donc... avec le maire Ebanda. Avec le maire Epoupa. Epoupa, très bien. Voilà. Donc, cette fois-ci, il y a eu ce qu'on appelle un débat d'orientation budgétaire. Ça ne se faisait pas. On a débattu sur quelles étaient les priorités de notre commune. Et ce débat lui-même vient à la suite, n'est-ce pas, d'un programme communal de développement qui a été établi avec la participation des populations qui, dans chaque quartier, ont fait état de leurs besoins en les classifiant par ordre de priorité. Donc, c'est tout cela qu'on a rassemblé dans un document. Et mais ça, c'est très ancien, ça. Lorsque les populations, généralement, participent dans la mise à pied de leur programme de développement, hein. Le PNDP a suffisamment fait des formations, a sillonné suffisamment des mairies pour le faire. Ça, c'est quand même ancien. Peut-être, au niveau de la méthode, c'est là où on trouve quelque chose de mieux. Oui, sauf que nous sommes arrivés en 2020 et le budget de 2020 a été voté sans tenir compte de cela. Le budget de 2021, le budget de 2022. Donc, je ne sais pas si ça se faisait déjà avant, mais pour ce que j'ai vu, cette fois-ci, ça s'est fait avec l'implication des populations. Avec les représentants que vous êtes, et peut-être des chefs aussi. Oui, et même des populations. Elles-mêmes. Parce qu'il y a eu des débats dans les quartiers. Okay. Il y a eu des débats, il y a eu des descentes sur le terrain où on a fait participer les populations elles-mêmes. Elles se sont exprimées véritablement. Elles se sont exprimées, elles ont fait état de leurs besoins qui ont donc été pris en compte et il y a eu une espèce de consolidation. Et après cela, il y a donc eu l'adoption du budget qui va s'étaler sur 3 ans en disant, OK, puisqu'il y a beaucoup de besoins, on ne peut pas tous les implémenter en même temps, mais cette année, voilà ce qu'on se fixe comme objectif, et l'année prochaine, et l'année d'après. Donc, je pense que ça, c'est nouveau. Je ne sais pas si ça se faisait déjà. C'est vrai que vous avez plus 3 ans, hein. Votre mandat, je ne sais pas si vous avez encore 3 ans. Bon, justement, et là, c'est intéressant parce que... Il faut une continuité. Parce qu'il y aura une continuité. Les besoins des populations restent les mêmes. Et maintenant, un maire ne peut plus venir dire « Moi, je vous offre un hôtel de ville », alors que les populations ont beaucoup plus besoin d'eau, ont exprimé le besoin en eau. Le maire va être obligé de leur donner de l'eau
parce que c'est ce que les populations... Sinon, il sera sanctionné. Ça, Absolument. Très bien. On va marquer ce deuxième arrêt. Le deuxième arrêt va vers un décryptage. Qu'est-ce que la décentralisation? Nous sommes en train de parler effectivement de décentralisation et son processus en Afrique subsaharienne. Mais vous avez un certain Jean-Ronald Pierre qui a également un avis à admettre là-dessus. Qu'est-ce que la décentralisation? Je vous suggère de suivre et nous revenons pour les échanges. Décentralisation, c'est comme une délégation de pouvoir aux collectivités. Nous sommes capables de dire dans la section communale comme base. Par exemple, si une décision à prendre, elle sortit au niveau de l'État central, il pourra le considérer tant qu'une décision hélico. C'est-à-dire que les gens pourraient rester dans la section communale là, ils ont une activité à faire sans que ne connaissent qui côté le sorti. Mais à travers la décentralisation, puisque il y a une délégation de pouvoir qui est faite par l'État central aux collectivités, donc le ça, c'est collectivités par le biais de quelques structures qui eux-mêmes pourraient prendre des décisions qui concernent eux. Les ça, proximité à l'ivin bon, dans le sens que tout le monde y a participé, y a connaît pour qui ça telle décision te prend et à qui fin ça qui pourra le permettre yo même tout non seulement yo considérer que l'État central tenu compte de yo mais yo même tout yo participer dans développement la caille ça qui pourra le permettre durabilité une série de activités depuis des sections communales. Par exemple, yon moun k'ap construit yon caille, il n'est pas capable de commencer par 10e étage là, faut qu'il commence par la base. Et bien c'est même gens tout dans prise de décision dans le pays. Donc il faut tenir compte des collectivités de manière à ce que solutions cap venir yo capable non seulement des solutions concertées mais tout population l'absenti c'est lui-même qui t'a participé dans prise de décision ça qui pourra permettre tout gen moins se plaindre dans le sens que moun yo dit c'est gouvernement ça qui échoué. Donc si yo même yo t'ai participé, si yo t'ai impliqué dans les prises de décision, ça c'est pas seul gouvernement qui t'a échoué, c'est nous tous ensemble qui t'a échoué. Donc résultat positif yo tout, c'est nous tous qui t'a metté ensemble pour nous dire ça c'est nous-mêmes qui construisons et ceci à travers le pays. Constitution 87 là, li prône la décentralisation, ni constitution amendée en tout. Li prône la décentralisation, mais tout simplement nous pas arriver dans application loi ça yo. Donc c'est une raison qui fait n'a fait plaidoyer ça yo et que nous souhaitons remettre documents de recommandation en tout les sénateurs qui responsable et commission et collectivité yo de manière à ce que suivi est capable fait au niveau du parlement pour que effectivement loi ça yo capable renforcer. Nous dit renforcer c'est parce que nous pas prétendre avec plaidoyer ça inventer là où puisque la constitution déjà prévoit mais sauf que gagner d'autres ajouts qui fait de manière à ce que nous capables espérer l'application de loi ça yo sur la décentralisation. Sénateur a bien dit, il promet que il pral travail non seulement avec commission là mais avec la législature, la 50e législature de manière à ce que ajout capable fait pour que loi yo capable appliquer pour élection indirecte tout yo même yo fait parce que c'est élection ça yo qui pral doter pays de une série de structures tant que assemblée communale, tant que conseil départemental, conseil interdépartemental, c'est eux mêmes qui pral représenter un espace de dialogue entre la population et le gouvernement. Laisse ça ou après effectivement nous commencer rentrer dans le fond des applications de loi ça qui existait déjà qui pral renforcer avec plaidoyer ça. Par exemple, les recommandations elles sont au nombre de 20. Mais nous gagnons réalisation des élections indirectes. C'est les mêmes qui pourraient doter pays à de assemblée communale, qui est important, assemblée et conseil départemental, et puis conseil interdépartemental. Je ne dis là, c'est les mêmes qui pourraient permettre que la population ait une possibilité pour lui dialoguer avec le gouvernement. Ensuite, nous gagnons renforcer l'autorité de l'État dans la commune, et nous gagnons tout identifier des taxes qui relèvent de la commune, augmenter toute capacité de gestion commune de manière à ce que soient capables non seulement et gérer les fonds qui pourraient allouer aux communes parce que nous exigeons pour que fonds communaux viennent directement sous compte mairie de manière à ce que soient capables de réaliser des activités que la population lui-même identifie qui est important pour lui et ça qui pourrait permettre tout dans la bonne gouvernance que élus locaux rendent compte à la population et immédiatement on va le sentir avec des campagnes de sensibilisation sur la fiscalité ça pourrait permettre que la population non seulement les cotiser mais
ouais tout retour yo ristoun yo fait à travers des projets. Donc en pile fois gen réticence pour population en payer taxe. C'est parce que li pas joindre ristoun yo, taxe a pas retourner vinn joindre sous forme de service. Eh bien yon nan bagay que nous exiger, le fait que pour al gagner des campagnes de sensibilisation qui pour monter mon importance pour que li capable payer taxe, pour qui ça taxe yo, comment y a utilisé dans commune nan, et là yo utilisé à qui fin yo utilisé, c'est lui même qui te dit mais qui projet qui prioritaire pour lui. Donc là ça c'est sans problème ou pour joindre population, li payer taxe et décentralisation ou pour aller effet yo immédiatement. Alors, en suivant l'élément de tout à l'heure, conseiller Vincent Yedeux, il se pose quand même un problème d'autonomie de ces collectivités territoriales décentralisées. L'autonomie et ensuite le financement. C'est peut-être là les deux nœuds qui, jusqu'ici, semblent être comme des bourbiers pour ces communes qui, en principe, doivent sonner le glas pour le développement. Oui, absolument. Et les deux notions sont liées. Vous ne pouvez pas être autonome si vous n'avez pas de financement. Donc, c'est le souci qui se pose pour ces communes, pour ces CTD qui ont plein de besoins, mais qui ont peu de moyens pour pouvoir satisfaire ces besoins. Donc, ils sont obligés de procéder par ordre de priorité. Mais maintenant, il a posé un problème qui m'a semblé intéressant, celui de la fiscalité locale, où les élus locaux doivent s'impliquer pour expliquer aux populations la nécessité de payer les impôts, parce que c'est grâce à ces impôts-là qu'on va être capable de satisfaire leurs besoins élémentaires et de réaliser un certain nombre de projets dont ils sont les premiers bénéficiaires. Voilà. Et ça ne pose pas effectivement ce problème-là. Les populations ne connaissent pas ce que c'est que la décentralisation. Elles ont toujours tout attendu de l'État, véritablement. Et même encore, lorsque cette décentralisation arrive, on voit encore les agents de l'État pratiquement au devant de la scène. Et là, cette marque, le fait d'avoir anticipé, n'est-il pas là l'une des raisons qui cause ce véritable retard qu'on retrouve dans le processus de décentralisation qui, en principe, devrait être très, très avancé aujourd'hui? Si on peut reconnaître qu'il y a eu du retard, n'est-ce pas, dans la mise en application de cette décentralisation, on va quand même reconnaître que nos pays sont relativement jeunes et que c'est un processus qui doit aller en s'améliorant. Quel que soit le temps qu'il prendra? Non, du tout. Il y a déjà ce que vous venez de dire là, ce phénomène de mentalité-là. Il faudrait que les gens commencent à se considérer comme partie prenante d'un État où ils sont pris en considération, où ils ont un rôle à jouer, où ils ne doivent pas tout attendre de l'État central. Or, comme vous le savez, de l'époque de nos indépendances jusqu'à présent, ça fait plus de 50 ans, on a toujours tout attendu de l'État central. Les gens ont passé le temps à faire des revendications à l'endroit de l'État central. Il faut maintenant revenir sur cette manière de penser-là pour se dire qu'en réalité, l'État, c'est nous et que c'est nous qui devons contribuer à notre propre bien-être en ayant des comportements citoyens, en respectant la chose publique déjà, en respectant toutes les infrastructures qui sont mises sur pied, parce qu'on s'est toujours comporté comme des gens qui étaient libres de les détruire quand ils veulent et peuvent attendre que l'État vienne à tout moment. Non, donc, il y a ce problème de mentalité-là. C'est vrai, la sensibilisation doit être faite par les élus locaux, mais par toutes les parties prenantes également, par les différentes associations. Comme je vous l'ai dit tantôt, il y a des comités de développement des quartiers qui ont été mis sur pied, où on apprend aux populations à résoudre par elles-mêmes les premiers problèmes face auxquels elles sont confrontées. Et de ne demander l'appui de la commune que lorsqu'elles ont fourni un certain nombre d'efforts et qu'elles se retrouvent limitées à un certain niveau. Donc, je crois que c'est un travail de sensibilisation qui est en train d'être fait. Et à moyen terme, on peut se retrouver avec des populations qui sachent se prendre en charge. Et d'ailleurs, je pense que dans les programmes scolaires, il y a une leçon qui est sur la citoyenneté. Donc, je crois que les citoyens de demain vont être mieux lotis que nous aujourd'hui. Alors, on constate donc qu'on a peut-être précipité cette affaire-là.
À vous entendre, on l'a peut-être précipité ou bien il fallait y aller et balbutier comme on le fait là au fil du temps. Il fallait y aller. Il fallait y aller et je pense même que nous avons pris un peu trop de temps. Bon, on peut comprendre la prudence qui a caractérisé les dirigeants jusqu'aujourd'hui, mais lorsqu'on observe quand même que on part des communes, on se retrouve aux régions et voilà le Sénat, et on se rend bien compte que c'est ceux qui ont été élus dans les communes et dans les régions qui vont élire les sénateurs, qui vont avoir en face d'eux l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez le rôle de la décentralisation. C'est-à-dire c'est des élus locaux qui ont la possibilité aujourd'hui de retoquer, n'est-ce pas, une loi qui n'a pas pris en compte des réalités locales. Il nous souvient encore cette réaction brutale, n'est-ce pas, du Fon Mouquet-Tepe à son âme, quand il s'était s'agit du poème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Vous avez vu qu'il est sorti de ses gonds. En fait, là, il a parlé comme représentant des populations à ce niveau, à cette sphère de décision. Donc, en fait, c'est ce vers quoi nous allons de plus en plus tendre. Trouver des gens qui vont être capables de défendre bec et ongle les intérêts des populations dont ils sont les représentants. Il faut parler de ces gens, effectivement. J'évoque, ce sont les acteurs de la décentralisation. Donc, vous en êtes d'ailleurs un conseiller municipal. Je voudrais comprendre ce que vous faites concrètement, un conseiller municipal, dans ce processus de décentralisation. Quel est votre rôle, finalement? Parce qu'on peut s'interroger. On dit qu'il y a une décentralisation qui vous est donnée. Comme ça, on dit c'est un modèle de gouvernance qui semble être bien pour le Cameroun et dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne. On a pris tout à l'heure le Togo. On viendra avec le Sénégal et bien d'autres pays d'ailleurs qui sont dans la mouvance. Maintenant, il y a donc ceux-là qui doivent implémenter cette décentralisation, parmi lesquels le conseiller municipal que vous êtes. Monsieur le conseiller, qu'est-ce que vous faites? Alors, je voudrais vous dire que... Peut-être pas vous personnellement. Oui, je comprends. Conseiller municipal que vous êtes. Le rôle du conseiller municipal. Tout à fait. Dans le cadre de la décentralisation. Le conseiller municipal fait partie d'un conseil qui a été élu suite à une élection, justement. Et ce conseil a un exécutif. N'est-ce pas? Dans le cas de notre commune, ils sont 6 plus le maire. Et on se retrouve soit dans des commissions, soit en commission, soit en pleine session. Donc le conseiller municipal vote les délibérations. Quand on dit vote, ce n'est pas qu'il vient seulement voter. Tout à fait. Il y a des travaux en commission qui se font. Et là-dedans, il n'y a pas de coloration politique. On débat en toute sincérité. En toute liberté, en toute liberté. En fonction des besoins de vos En fonction des besoins. Et surtout qu'il s'agit là de la défense des intérêts des populations. Et on est souvent amené à discuter vraiment. Et c'est suite à cette discussion-là qu'on retoque quelquefois des délibérations qui avaient déjà été apprêtées par l'exécutif. L'exécutif municipal. Voilà. Donc, et dans cette commission, on a la possibilité de discuter directement avec le chef de l'exécutif, qui est le maire, de lui faire part de nos réserves, de nos appréhensions, et s'il y a des choses qu'on n'a pas bien compris, qu'il vienne expliquer. Qu'il apporte des éclairages. Qu'il apporte des éclairages. Et très souvent, soit il revoit la délibération qu'il avait prévue, soit il nous convainc, et à partir de là, on va donc, en pleine session, voter cette délibération. En pleine assemblée générale. En pleine assemblée. En pleine session. Parce que là, on parle de session. Donc, on peut confondre avec une assemblée. Hein, parce que véritablement, c'est la plénière. C'est une plénière. On peut suivant également les expressions qu'on comme peut ça. emprunter, mais c'est dans la même forme. Oui. C'est même le même pont. Oui. Tout à fait. Donc, maintenant, quand c'est fait comme ça, le conseiller municipal qui a donc voté la délibération permet donc au maire, n'est-ce pas, au chef de l'exécutif de mener à bien le projet ou alors cette initiative qui a été prise. Bon, maintenant, il y a des travaux que l'on fait dans des commissions. Je voudrais dire que dans mon cas, par exemple, je suis dans la commission des attributions des aides sociales. Donc, là encore, toutes les demandes qui sont faites au maire
toutes les demandes qui sont faites au niveau de la délégation des affaires sociales nous reviennent. Tout à fait. Et on siège donc avec un En fonction des représentant priorités. de l'État et on commence à examiner demande après demande. Celles qui méritent le soutien de la commune, celles qui le méritent moins et celles qui ne le méritent pas du tout. Donc, Est-ce qu'il y a des demandes qui ne méritent pas le soutien de la commune, encore que la commune est là pour soutenir tout? Est-ce qu'il y a des demandes qui ne méritent pas le soutien de la commune? Ou alors des demandes qui ne peuvent pas être soutenues immédiatement, faute de fonds? Ça aussi, on peut comprendre. Mais y a-t-il des demandes qui ne méritent pas le soutien de la commune? vous savez, Si oui, essayez de nous éclairer là, sur cette question. vous savez, dans notre mentalité, on le disait là tout à l'heure, les gens pensent toujours qu'ils doivent tirer quelque chose de l'État. Parfois, il y a des demandes vraiment tout à fait complaisantes. Un exemple, par exemple. Bon. Un parent vient vous dire que je voudrais envoyer mes enfants à l'école. Peut-être. Non. Quelqu'un vient vous dire il a des difficultés, il veut ouvrir une alimentation et il vous sort un devis de 5 millions où lui-même n'a rien apporté. Pourtant, juste à côté, il y a une dame qui vous dit j'ai mes enfants à envoyer à l'école, je voudrais vendre du charbon. Si j'ai 50 000, je peux acheter 5 sacs de charbon et je commence à vendre. Effectivement. Il y en a qui viennent nous voir, non, je connais le circuit du poisson, si j'ai 70 000, je peux acheter un panier de poissons, je commence à vendre là et ça me permet donc. Vous voyez que c'est ce genre de demandes Qui peuvent être accessibles. qui peuvent être accessibles, surtout qu'elles nous permettent de satisfaire le maximum de personnes. Mais la priorité pour vous, c'est des questions d'eau, c'est des questions d'électricité, des questions du bien-être. Je crois que c'est la priorité. Les populations ont d'ailleurs droit à quelque chose de commun. Ça veut dire que des fourrages, vous n'avez plus d'eau, je ne sais pas ce que vous installez très souvent. C'est commun quand même à tout le monde là. Vous avez l'électricité qui arrive, c'est commun à tout le monde. Maintenant, tel que 50 000, 100 000, c'est quand même individuel là. Cette action ne peut pas être visible, à mon avis. Non, là, j'ai parlé du rôle du conseiller municipal qu'il est appelé à jouer. Et là, c'est le volet social, Tout à fait. n'est-ce Vous pas, avez évoqué tout à l'heure. que j'ai évoqué. Oui. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on examine ce genre de cas. Il y a également des personnes qui sont malades, qui ont des factures impayées dans les hôpitaux. Donc, il arrive que le maire de notre commune est président du conseil d'administration de l'hôpital de Lobaba. Et il peut, en tant que président du conseil d'administration, Plaider en la faveur de ces gens. oui, s'il y a un cas qui est vraiment avéré, il peut demander qu'on annule ce qu'on, montant, ou alors annule. on le revoit à la baisse, considérablement à la baisse. qu'on permettre à la annule, famille qu'on de se revoit battre. peut-être à la baisse, et puis d'autres que la mairie même paye. Alors, nous étions en train d'évoluer sur le rôle du conseiller municipal. Je crois qu'on n'en avait pas fini. Oui. Bon, maintenant, En dehors des sièges au conseil, Oui. qu'est-ce que le conseiller municipal fait d'autre? quotidiennement, le conseiller municipal joue une espèce de relais entre les populations et l'exécutif communal. Il est les yeux et les oreilles du maire lorsqu'il est sur le terrain, c'est-à-dire qu'il peut lui apporter une information chaude qu'il n'avait pas. Par exemple, sur la délinquance, sur les foyers de délinquance, Ou bien sur les souffrances des populations, telles qu'elles souffrent. Ça aussi, c'est des informations apportées au maire. Et de l'autre côté, on a de la peine à avoir de l'eau. Il parcourt 5 à 3 km pour aller chercher de l'eau dans des sources inappropriées. Je crois que c'est des informations aussi que le conseiller municipal mériterait d'apporter au maire. Absolument. Il y a d'ailleurs un forum qui a été créé, n'est-ce pas, par l'entreprise de distribution de l'énergie électrique, Tout à fait. n'est-ce pas, pour nous permettre de ramener en temps réel l'information sur des cas sur le terrain. ce genre, tout à fait. Oui, c'est-à-dire un poteau qui est tombé, un transformateur qui a pris feu, je ne sais pas trop quoi. On remonte directement cette information. Donc, comme je le disais, sur le terrain, nous sommes les yeux et les oreilles du maire, mais en même temps, nous sommes également le relais des populations. N'est-ce pas? Nous prenons des informations qui concernent les populations et on les remonte directement. Le circuit est plus court et le processus de prise de décision dans ce cas-là est souvent très rapide aussi, en fonction
de ce qu'on a trouvé sur le terrain. Alors, est-ce que le conseiller peut contester, peut-être, peut prendre une position, peut contester pour dire, monsieur le maire, la lutte que vous prenez là, franchement, dit, ça n'entre plus dans nos prérogatives. Qu'est-ce qui se passe? Le conseiller a-t-il ce pouvoir? Le conseiller, justement, est libre, n'est-ce pas? Il peut donner son opinion. Mais est-ce qu'il en arrive là? Pendant Parce les que très débats. souvent, on voit ces conseillers pratiquement à la solde de cet exécutif municipal. Très peu sont d'ailleurs ceux qui peuvent même dire, monsieur le maire, vraiment, nous proposons ceci. On a comme impression qu'ils acceptent tout et après, par derrière, ils viennent dire, bon, vraiment, c'est mauvais. Mais en plein conseil, ils ne le disent pas. Qu'est-ce qui fait ça? Vous venez de toucher là à un problème crucial, n'est-ce pas, qui est la qualité de nos élus. Tout à fait. La qualité des élus impacte sur le résultat final. Or, le résultat souhaité ici, c'est le bien-être des populations. Donc, il se trouve que les partis, lorsqu'ils investissent les candidats, très souvent, c'est des récompenses politiques et pas des gens que l'on crie dans le volet pour leur capacité à pouvoir défendre les populations, à pouvoir soutenir des idées, à pouvoir apporter leur contribution à la bonne marche de la cité. Comme je le disais, c'est purement politique. Nous sommes à 2 ans et demi, déjà bientôt 3 ans. Je vous assure qu'il y a des conseillers municipaux qui n'ont jamais pris la parole. Et c'est connu. Dans notre conseil, il n'y a pas plus de 10 conseillers municipaux qui aient déjà pris la parole depuis que cet exécutif est entré en fonction. Des autres viennent y marcher tout simplement, attendre la nuit. Malheureusement, la plupart de ceux qui viennent, bon, on peut comprendre qu'il y a des calculs politiques là-dedans, comme je le disais, parfois il y a des récompenses qui... Est-ce qu'il n'y a pas des inaptitudes intellectuelles? C'est que nous appellerons souvent les inadaptés sociaux, qui se retrouvent aussi parfois dans ce conseil parce que pour désir d'équilibre, je ne sais pas comment vous appelez ça, équilibre régional, ou bien équilibre sur-régional, je ne sais pas comment vous appelez ça. On regarde, est-ce qu'on peut pas, il y a les Aoussa, il y a un quartier Aoussa là, on peut prendre un Aoussa, on balance au conseil. Il y a un quartier Bafia, on prend un Bafia, on balance au conseil. Il y a un quartier, je ne sais pas quoi, un quartier Babliki, on prend 2 ou 3 Babliki, on balance au conseil, parce que ce sont les grands économistes. Il y a un quartier Betty, les grands bavards, on prend un, on balance au conseil. On dit, OK, on a servi aux populations au conseil assez cosmopolite, au point où maintenant on peut y aller. Et par conséquent, on plombe maintenant les valeurs. Oui, en fait, c'est une exigence de la loi. Une liste électorale doit refléter, n'est-ce pas, toutes les composantes sociologiques de la commune. C'est pour cela qu'il y a des listes qu'on a souvent rejetées parce qu'elles ne reflètent pas la réalité. Et puis, il y a aussi le critère genre qu'il faut respecter. Donc, toutes ces choses-là font qu'à des moments, il est peut-être difficile de trouver, on peut comprendre certains, il est peut-être difficile de trouver à travers les différentes composantes sociologiques des personnes capables. Mais avec beaucoup de volonté, on est capable de trouver, n'est-ce pas? Mais comme je vous le dis, très souvent, c'est pour des récompenses politiques. On va récompenser le dynamisme dans le fonctionnement du parti, on va récompenser la fidélité, on va récompenser toutes choses qui n'apportent rien au bien-être des populations et qui malheureusement, à la fin, finissent par coincer. On retrouve un chef de l'exécutif, tout feu, tout flamme, qui peut tout se permettre, qui n'a pas peur de se faire retoquer, de se faire reprendre par les conseillers municipaux. En réalité, quel que soit le texte, quelle que soit la délibération initiée par l'exécutif, tant qu'elle n'a pas été votée, ne peut pas être considérée comme étant une délibération. Or, on a la possibilité donc, lorsqu'on nous lit cette délibération, d'émettre des arguments, de débattre, de démontrer que cette délibération ne tient pas. Et c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Mais, comme on le disait, dans la plupart des cas, c'est des gens qui ne sont là que pour
bénéficier d'un certain nombre de faveurs. Je ne sais pas, on vous donne souvent combien, 100 000, 150 000 par conseil, je ne sais pas combien. Il y en a 4 autour d'une année. Hein. De toute façon, c'est ce que les tests disent. Mais les communes de bourse, là, sont à 2, parce que justement, ça demande beaucoup de moyens pour un conseil municipal. Il y a des maires qui m'ont dit, mais écoutez, M. Raoul, c'est un minimum 7 millions de francs CFA lorsque j'organise un conseil municipal. Parce que vous avez tous ces gens en tenue là qui viennent émarger. Vous avez ces préfets qui arrivent avec tout leur ramadan de sous-préfets, je ne sais pas autre là, qui viennent également émarger dans le budget de la commune. Au finish, ce sont les projets des communes qui sont plombés, malheureusement. Parce que justement, quand on a déjà pris 7 millions de francs CFA à faire émarger des gens et à faire manger des gens, il n'y a plus rien pour un fourrage, il n'y a plus rien pour une lumière, il n'y a plus rien du tout, et le mandat fini. Il faut commencer à demander au maire, monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, conseiller, permettez-moi ce coup de gueule. Maintenant, nous allons constater aussi du côté du Sénégal. Je m'avais d'ailleurs vous suggérer de suivre ce décryptage qui est un regard sur la décentralisation au Sénégal, tel que perçu par un certain Abdoulaye Sène. Et nous revenons pour les échanges. Je m'appelle Abdoulaye Sène. Je suis économiste de formation. Présentement, je suis le conseiller technique du maire de Sandiara en matière économique et administrative. Mais avant d'être le conseil technique du maire de Sandiara, j'ai d'abord été élu local à Sessène pendant 5 ans, de 1997 à 2001. Et j'ai été d'ailleurs le premier président élu du nouveau conseil rural de Sessène créé en 1996. Après un mandat de 5 ans, j'ai intégré un programme de l'Agence américaine de développement, l'USAID, dans le cadre de la formation et de l'assistance technique qui s'appelle décentralisation, gouvernance, paix, décentralisation. Alors, le regard sur la décentralisation du Sénégal, c'est ma perception après plusieurs années de pratique de la décentralisation en tant qu'élu d'abord et chef d'exécutif local, mais également en tant que conseiller municipal, conseiller rural puis municipal pendant une période de 25 ans. Regard sur la décentralisation, donc c'est ma perception de la pratique de la décentralisation pendant toute cette période. Et cette perception m'a permis de constater que dans la décentralisation au Sénégal, il y a un côté historique parce que la décentralisation est introduite dans notre pays par le colonisateur vers le 19e siècle. Et cette décentralisation a commencé au niveau des villes côtières avec les 4 communes comme Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque. Et ensuite, au fur et à mesure, on a intégré, on l'a élargi à d'autres villes. Et à partir de 1972, on l'a introduit dans le monde rural avec la création de la communauté rurale. Après la création de la communauté rurale, qui était un test en 1972, on l'a étendu à d'autres régions du Sénégal, parce que le test a commencé dans la région de Thiès. Et en 1996 également, on a créé un 3e ordre de collecte locale qu'on appelle la région. Alors, les grandes thématiques abordées dans cette décentralisation, fort de cette expérience, c'est que j'ai constaté qu'il y a eu un effort important, j'allais même dire incommensurable, qui a été réalisé par l'État pour introduire dans la gestion des affaires locales les populations à la base, en commençant par les communes, les communautés ensuite et enfin les régions. Mais cet effort présente des forces et des faiblesses. Ces forces, c'est que l'État a voulu faire participer les populations à la base dans le développement local, dans les gestions des affaires publiques, mais les faiblesses, c'est qu'il y a
beaucoup d'impairs dans cette volonté de l'État à impliquer les populations dans la gestion des affaires publiques. Les impairs, on peut les trouver dans les textes où il y a des insuffisances, dans certaines où des insuffisances où on a constaté des insuffisances au niveau des textes, là où certains textes devaient être pris pour clarifier certaines lois et qui ne l'ont pas été. On a également constaté des insuffisances au niveau de la participation des acteurs, des insuffisances au niveau de la gouvernance. Et il y a également des défis importants qui doivent être relevés dans cette décentralisation, notamment avec l'acte 3. Alors, ce sont ces différentes forces et faiblesses que j'ai voulu analyser dans l'ouvrage et ouvrir une perspective avec l'acte 3 qui doit relever ces défis, mais également faire en sorte que nous puissions revoir la structure de l'État qui doit être réformée. Voilà ce qui m'a motivé vraiment à écrire et pour partager mon expérience de la décentralisation avec les acteurs. Alors, conseiller, vous allez constater que le Sénégal peut quand même être considéré comme un cas école, hein, comme un cas école en matière de décentralisation. C'est depuis 2007 qu'on parle là-bas des régions, alors qu'au Cameroun, c'est à peine 2 ans, j'imagine, si je ne me trompe pas, qu'on parle des régions. Alors, est-ce que c'est une histoire similaire, à l'entendre, à l'écouter? C'est une histoire similaire? Vous permettrez d'abord que je revienne sur votre sortie, sur votre coup de gueule de tout à l'heure. N'est-ce pas? Vous savez, si le conseil ne se tient pas, comment le maire fait pour gérer une commune? Et je sais, c'est institué. Il y a le carburant qui est payé à ceux qui participent aux sessions. Si on paie le carburant aux conseillers municipaux, il est tout à fait normal qu'on le paye, dans le cas de notre commune ici, aux conseillers régionaux qui y prennent part, qu'on le paye aux représentants de l'État. Maintenant, de là à prendre ça pour prétexte, pour dire qu'on n'est pas capable d'organiser des sessions de conseil, je dis non. Si le maire ne parvient pas à organiser des sessions de conseil, il y a un problème. C'est vrai qu'il y a un problème de moyens, c'est vrai qu'il y a les CAC qui craignent souvent, c'est vrai qu'il y a la dotation qui craignent, mais les sessions de conseil doivent se tenir. Et tous ceux qui doivent y prendre part, c'est vraiment... Et il y en a qui en font à crédit. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, mais ils vous disent, OK, faisons quelque chose, et puis lorsque l'argent sera dans les caisses, on verra comment on va vous désintéresser. Vous avez des préfets qui disent que pour qu'ils viennent en personne à un conseil municipal, il y a un carburant de 500 000. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Vincent, il dit, ne me faites pas parler des choses sur ce plateau. Mais nous connaissons de quoi nous parlons exactement. Lorsqu'un préfet vous dit que, OK, pour que moi je vienne personnellement à ce conseil municipal, j'ai besoin de 500 000 francs. Vous faites comment? Vous allez chercher 500 000 francs pour donner à un préfet? Vous faites bien de dire un. Vous faites bien de dire un. Ils peuvent être 3 ou 4, je ne les cite pas, mais je prends des exemples clairs. Lorsqu'un préfet vous dit, parce que j'en connais au moins 3, lorsqu'un préfet vous dit qu'il a besoin de 500 000 francs pour venir en conseil municipal, vous faites comment? Vous payez 500 000 francs, vous le remettez? Je voudrais rester dans la norme. Je voudrais rester dans la norme et dire qu'en réalité, on ne peut pas prendre pour prétexte le paiement du carburant. Mais il faut constater qu'il est lourd. Mon problème, c'est que c'était de constater qu'il est lourd. Parce que lorsque vous dépensez déjà 7 millions de francs, comme une commune, je prends un hasard, une commune comme celle d'Atok. Atok, vous connaissez, vous êtes situé à Atok au Cameroun? Non. C'est en pleine frontière entre le centre et l'est. Alors, lorsque une commune comme celle d'Atok, qu'est-ce qu'elle a en termes de revenus? Rien du tout. Mais vous n'allez pas demander au maire d'Atok pour faire un conseil municipal d'aller à 7 millions. Ou bien un préfet ne va pas lui dire, monsieur le préfet, monsieur le maire, vraiment, mon carburant, c'est peut-être 300 000. Qu'on soit sur lui. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de section de conseil municipal, parce que c'est par là où il faudra passer pour valider tout ce qui doit être fait. Mais en principe, c'est parfois énorme pour certaines communes. Et les exigences qui font en sorte que chacun veut émarger à son prix, ça devient un problème. C'est de ça que je voulais parler, M. Yedeu. J'espère qu'on s'est compris. Malheureusement. Mais vous venez de le dire, il y a des maires qui parviennent à tenir des conseils, même sans argent. Bien.
Le fonds à crédit. Dès que l'argent entre, ils commencent à payer un peu. En prenant la peine d'expliquer à leurs collègues la difficulté à laquelle ils le font face et tout le reste. Bon, ça aussi, c'est déplorable. Et c'est pour cela que nous ne le dirons jamais assez. La dotation, le minimum de 15% qui doit être alloué au CTD pour soutenir la décentralisation doit être effective. Ça, c'est pour le cas du Cameroun. Alors, revenons sur la question fondamentale tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est la même histoire que celle du Sénégal? Lorsque vous regardez les débuts, cela ne semble pas être comme au Cameroun? Non, en réalité, même au Cameroun, on va voir qu'à un moment donné, dans la partie du sud-ouest et du nord-ouest, il y a eu d'abord cette espèce de décentralisation, mais qui a disparu avec les indépendances. Tout à fait, avec l'État unitaire. Oui, avec l'État unitaire. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il a dit là, c'est le problème des textes d'application. Il y a des lois qui sont votées. On ne peut pas les implémenter tout simplement parce que les textes d'application prennent. Et tout réside là-dedans. Il vous souvient, ici au Cameroun, un maire qui avait pensé qu'il pouvait bénéficier justement des fruits des carrières de Njombe et à qui on avait répondu, monsieur, attendez un décret d'application. Et jusqu'à aujourd'hui, le décret d'application n'est jamais arrivé. Il est passé d'ailleurs par la prison, il est ressorti, après il est décédé, il perd son âme. Voilà, le décret d'application n'est jamais arrivé. Donc, on a comme l'impression qu'il y a une espèce, n'est-ce pas, de volonté négative de laisser des mains libres au CTD pour ne pas leur permettre d'exercer librement. Parce que vous pouvez imaginer une commune comme Djobé-Pendja qui puisse bénéficier, n'est-ce pas, des retombées de l'extraction, de l'exploitation des carrières de sable et de gravier et autres. Mais ça participerait au développement et au bien-être des populations. Mais comment l'État central, qui lui souhaite, évidemment, c'est ce que nous pensons, que l'État souhaite que les populations aillent mieux. Mais comment donc rechine-t-il ou prend-il tout son temps pour signer un décret d'application qui pourrait permettre aux populations de mieux vivre? Donc, c'est ces incongruités-là qu'on retrouve partout. Vous avez vu là tout à l'heure, même au Sénégal, on a comme l'impression qu'il y a des gens qui essaient de freiner pour empêcher. On vous donne la chèvre, on les tient à la corde, on vous dit, mais la chèvre ne bouge pas, elle va où? Elle ne doit pas y aller, il faut qu'elle reste avec nous. C'est un peu ça qu'on constate lorsqu'on regarde cela. Voilà pourquoi on voudrait évaluer un peu la pertinence de comprendre la pertinence de la décentralisation choisie par certains pays de l'Afrique subsaharienne, la plupart d'ailleurs. On va constater que ces pays ont choisi librement ce modèle de gouvernance, c'est-à-dire la décentralisation. On a pensé à un moment donné qu'en donnant le pouvoir aux populations, les choses allaient être mieux. Mais est-ce que de façon réelle, concrète, ces populations ont le pouvoir? Vincent Yedé, vous êtes sur le terrain. Avez-vous comme impression que les populations ont ce pouvoir dont on voulait leur donner à travers cette décentralisation? Je voudrais d'abord dire que j'ai comme impression que la décentralisation a été comme un effet de mode, tout comme la démocratie, tout comme le multipartisme. Ça a été comme un effet de mode et justement tous les pays... un slogan à la mode qui a embrasé tous les pays à un moment donné. Absolument. J'ai comme l'impression que c'est cela et que maintenant, dans chaque pays, on a commencé à introduire un certain nombre de particularismes pour mieux contrôler cette décentralisation-là. Est-ce que les populations ont véritablement le pouvoir? On va dire oui, les populations ont le pouvoir. Parce que c'est elles, justement, qui élisent. Elles n'ont pas l'arme sur la tempe pour élire un conseiller municipal ou pour choisir une liste. C'est les populations qui élisent. C'est les populations qui permettent donc à ces conseils-là de se mettre en place. Et les populations ont un droit de regard et peuvent sanctionner si elles ne sont pas satisfaites. Elles peuvent sanctionner. Et les populations également peuvent s'appuyer sur certains de ces élus, n'est-ce pas, pour porter un certain nombre de revendications. Et il vous souvient que dans le cas qui me concerne, c'est vrai que le moins haïssable, j'ai porté la revendication des populations qui réclamaient de l'eau
n'est-ce pas, dans la commune de Douala-Croix, avec ces châteaux d'eau installés, mais qui ne fonctionnent pas. Malheureusement. Donc, les populations, à un moment donné, donnent procuration quand même, n'est-ce pas, à leurs élus de parler de leurs problèmes. Et si vous ne le faites pas, évidemment, on va vous sanctionner. Donc, les populations restent avec ce pouvoir-là. Bon, malheureusement, il se pose un problème de moyens. Parce que si les communes avaient les moyens qu'il faut, le bien-être des populations serait beaucoup plus garanti. On va se féliciter de la convention que nous avons suivie l'autre jour en parlant de la société de distribution des eaux du Cameroun, qu'elle a signée avec l'Union des communes et des villes du Cameroun. Oui, et Ville Unie du Cameroun. Oui, Ville Unie du Cameroun pour... Dirigé par un certain Tamba, le maire de Yaoundé 7, il faut le préciser. Voilà. On espère que grâce à cette convention-là, les populations vont avoir l'eau dans leur robinet. Parce qu'il faut le dire, les mairies, les communes ont la possibilité de distribuer de l'eau là où l'entreprise de l'État n'arrive pas. Elles ont la possibilité de le faire. Et j'ai comme l'impression qu'elles se sont découvertes dans ce rôle-là. Et c'est pour ça qu'elles sont allées jusqu'à la signature de la convention où elles vont se faire accompagner par l'expertise technique de cette structure. Mais depuis lors, les communes avaient toujours la possibilité de le faire. Encore que dans des régions, en fait, dans des zones très éloignées, il n'y a pas la société de l'État là-bas. Voilà. Mais il y a quand même des communes qui essayent de poser un forage ici, un puits d'eau de l'autre côté, ainsi de suite. Vous l'avez si bien dit, Vestager 2. Vous parliez là tout à l'heure d'un problème de financement. Les communes, à travers la décentralisation, ont quand même cette marge d'aller chercher les financements là où ils se trouvent. Et de là, le fait d'attendre de tout l'État n'est-il pas le laxisme de ces pouvoirs, de cet exécutif qui, finalement, ne remue pas suffisamment les ménages pour le bien-être de la population. Ils vous disent, les CAC viennent avec beaucoup de l'État. C'est même d'ailleurs combien? Il y a des communes qui ont 17 millions de francs CFA de CAC par trimestre. Imaginez-vous, avec 17 millions de francs CFA, ce que vous pouvez faire. Par contre, vous avez des communes qui sont logées dans des grandes villes, comme Douala et Yaoundé, qui ont des CAC à hauteur de centaines de millions de francs CFA. L'incompréhension me semble vraiment être assujettie. Mais alors, dites-nous, conseiller, les maires n'ont-ils pas le pouvoir maintenant d'aller chercher les argents là où ils se trouvent? Bon, ça rentre dans leurs prérogatives. Ils ont la possibilité, n'est-ce pas, de signer des partenariats avec des structures, avec des organismes, avec d'autres communes à l'extérieur du pays, avec d'autres partenaires même financiers et étrangers. Mais maintenant, on en parlait tantôt, la qualité des élus. La qualité des élus. On ne demande pas un... Qui est-ce qui on a lu maire? Qui on a mis maire? C'est ça que vous parlez. Oui. Quelles sont ses capacités? Puisqu'on ne demande pas le CV à quelqu'un, il suffit que sur un conseil de 60, que quelqu'un puisse avoir 30 plus sa propre voix. Ça fait 31. Par tous les moyens, il devient maire. Et puis, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est après que vous constatez que c'est un voyou que vous venez d'être maire. Malheureusement. Vous venez d'être élire maire. Oui, malheureusement. Je ne sais pas trop, mais il devrait quand même avoir des critères pour que quelqu'un, même à l'intérieur du conseil, puisse se présenter à une élection de maire. Sinon, on va toujours se retrouver avec des gens qui arrivent là, qui ne sont que des opportunistes. La plupart sont cooptés aussi par leur parti. Hein. N'oubliez pas cela. Il y en a qui sont cooptés par leur parti. Et là encore, même lorsque vous aurez été coopté par le parti, on ne peut pas penser que le parti n'est coopté que des cancres. Il peut y avoir parmi ceux-là des gens qui aient, n'est-ce pas, les aptitudes pour mieux gérer cette affaire. Sauf que, pour des raisons que nous n'évoquerons pas ici, d'autres passent au détriment de certains autres. Bon, maintenant, il y a encore que même lorsque vous tombez sur un maire dynamique, un maire entreprenant, il faut qu'il obtienne l'aval du représentant de l'État. C'est-à-dire Yaoundé, si vous voulez. Non, le préfet. Le préfet. Le préfet doit valider cet essai de convention, cette négociation qui a commencé. S'il traîne à valider... Et c'est parfois là qu'il y a des complicités, donc le préfet est capable de dire au maire, je vous ai demandé un marché
Un 4-9, vous ne m'avez pas donné, alors cette histoire-là s'arrête ici. Monsieur le conseiller, je comprends votre posture d'homme politique, qui vous donne assez de réserve, mais je suis un homme du terrain très averti, donc je sais de quoi je parle. Aucun préfet ne peut me démentir dans ce que je suis en train de dire en ce moment. Je dis, et c'est de là justement que l'accord de parfois finit par être tordu. Ou alors le coup finit par être tordu parce que justement, des complicités qui sont liées à ce niveau, généralement, ils attendent toujours ces maires quand il faut légaliser un certain nombre de choses, ou bien quand il faut donner un certain nombre de quitus. Et est-ce que ce n'est pas là le péché de cette décentralisation, laisser encore la tutelle dominer sur les collectivités territoriales décentralisées? Bon, c'est ce que nous déplorons. Le constat, peut-être que l'idée de départ était bonne, parce qu'il faut aussi dire qu'on peut... Un contrôle peut-être à posteriori, mais a priori, ça devient un problème quand même pour les collectivités territoriales décentralisées. Vous avez un projet qui doit démarrer, le préfet vous dit, mais attendez, d'abord, on ne voit pas l'opportunité de ce projet. C'est un problème là-bas aussi. Peut-être qu'on devrait reformuler cela, parce que dans d'autres pays, comme le Tchad, par exemple, c'est le juge qui se prononce. Tout à fait. Qui fait des contrôles de conformité. À d'autres niveaux, même, c'est jusqu'au niveau du Conseil des ministres. Donc, on devrait être capable, compte tenu de tout ce qu'on déplore là, n'est-ce pas, de contourner ces représentants de l'État et de faire en sorte que peut-être la justice, ou alors le gouvernement, même à un certain niveau, ou le Parlement, n'est-ce pas, puisse être capable de se prononcer sur ce genre de choses. Parce qu'il y a des moments où vous échangez avec le maire, il vous fait venir des partenaires, vous discutez, le projet, il est bon. Bon, vous savez que les conventions vont être signées, et puis plus rien. Tout simplement parce que, pour des raisons... Non, parce qu'un individu est entré dans ses égos, il a ça dit, a été bloqué quelque part. Il a dit, bon, écoutez, vous n'allez pas bouger tant que je n'ai pas mes 10%, je ne sais pas quoi. Vous n'allez pas bouger tant que ce que je vous ai demandé là n'a pas été fait. En réalité, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut dénoncer concrètement quand nous voulons une décentralisation. Nous voulons que les populations se sentent mieux dans leur peau. Ça veut dire qu'il faut leur donner des astuces. Il faut laisser des chances à tout ce qui peut apporter le développement au niveau de ces populations. C'est pour ça que nous dénonçons parfois l'attitude de ces représentants de l'État qui sont des véritables merdes pour ces collectivités territoriales décentralisées. Je dis bien merde, je pèse bien le mot, parce qu'effectivement, nous avons des cas qui sont impensables et incompréhensibles. Et on se demande bien pourquoi Paul Biya a nommé certaines personnes à des postes aussi de haute responsabilité de ce genre. En tout cas, Vincent Yedé, je vous suggère de suivre encore. Nous avons trouvé un autre reportage pour vous, c'est au Togo cette fois-ci. Et là-bas au Togo, on va voir ensemble les enjeux du processus de décentralisation. Nous revenons pour les échanges. Au Togo, la question de la décentralisation a été remise au goût du jour en mars 2016 par le chef de l'État, après de multiples consultations avec les chefs traditionnels. Et depuis, les choses avancent au rythme du gouvernement togolais. Au mois de mai de la même année, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la création de nouvelles préfectures. Un nouveau projet de loi portant création des communes est actuellement au niveau du Parlement. La suite des opérations, c'est vraiment de définir les transferts de compétences et le plan de financement. Et aussi d'ailleurs, le mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la décentralisation. Si on élit les conseillers, c'est pour faire quoi? C'est pour travailler. Mais quels sont leurs moyens? Il faut les finances. Ils auront des finances. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on va leur transférer comme compétences? Est-ce qu'on leur transfère les écoles primaires? Est-ce qu'on leur transfère les collèges? Est-ce qu'on leur transfère les lycées? Afin de définir les contours de la mise en œuvre du processus, une consultation se tient à Lomé jusqu'au 8 décembre 2016. Entre autres, partis politiques, secteur privé, chefferies traditionnelles, membres de la société civile prennent part à cette rencontre. Également présents, le Burkina Faso et le Sénégal, invités pour partager leurs expériences en matière de décentralisation. Après cette étape de concertation très large, il faut naturellement aller effectivement à la formulation d'une stratégie ou d'un document de mise en œuvre de cette décentralisation qui devra aussi obtenir l'adhésion la plus large
des populations à la base. Ça fait plus d'une trentaine d'années que les élections locales ont été organisées dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes sous le système de la délégation spéciale. Nos préoccupations, entre autres, sont relatives au découpage électoral, au recensement des communes par préfecture. Cela doit être fait de manière consensuelle. Pour l'heure, aucune précision n'a été faite sur la date de l'organisation des élections locales. Néanmoins, le gouvernement tient à rassurer que le processus de décentralisation est véritablement lancé. Alors, on va constater que c'est une jeune décentralisation au Togo, Vincent Yedé. Oui, malheureusement, ils en sont encore à se demander quelles sont les compétences. On va dire à la première étape. Oui, quelles sont les compétences qui vont être transférées. Bon, j'ai vu qu'ils se sont fait accompagner par le Sénégal qui a déjà une expertise avérée. Voilà, une expertise avérée. Vivement qu'ils trouvent leur chemin, eux aussi. Alors, parlant de cette décentralisation telle que choisie par des pays de l'Afrique subsaharienne pour la plupart, alors, monsieur le conseiller, au-delà de la volonté politique qui voudrait quand même que les choses soient libérées pour que les populations se sentent mieux, où est-ce que pour vous trouvez des couacs? Qu'est-ce qui paraît pour vous la difficulté à accéder effectivement à ce train de vie qui est tant souhaité par les différents pays? Alors, la difficulté ici, pour ce qui est de la décentralisation, c'est que le pouvoir central n'accepte pas de se dessaisir d'un certain nombre de ses prérogatives, n'est-ce pas, au bénéfice des collectivités. Quand vous dites pouvoir central, c'est-à-dire à travers ses représentants. À travers ces différentes institutions. Tout à fait. À travers ces différentes institutions. Donc, c'est à ce niveau-là que ça coince, parce que vous savez, si les gens ne sont plus obligés d'en référer à la capitale pour un certain nombre de décisions, ceux qui les autorisaient à prendre cette décision-là, ou ceux qui prenaient cette décision à leur place, n'est-ce pas, vont être dessaisis d'un certain pouvoir. Et comme vous le disiez ici, ce pouvoir-là va avec un certain nombre d'avantages. Tout à fait. Un certain nombre d'avantages. Donc, la difficulté ici, c'est que ces gens se délestent, n'est-ce pas, de ce pouvoir-là, que ce pouvoir-là revienne, n'est-ce pas, au CTD. Si on parvient à franchir cette étape-là, je crois que les populations auront le loisir d'observer les bienfaits de la décentralisation. Alors, nous parlons chaque fois des populations, essayons de voir aussi ce qu'elles peuvent faire dans ce domaine. Si ce n'est censurer l'action d'un exécutif municipal, c'est-à-dire attendre 5 ans et dire, monsieur le maire, pendant 5 ans, nous vous avons vu aller, vous n'avez rien fait, placez-vous de côté maintenant, nous allons choisir une nouvelle équipe. En dehors de ça, ces populations n'ont-elles pas un rôle autre à jouer dans leur propre développement? Non, les populations telles que je le disais, dans les comités de développement de quartier, les populations déjà s'organisent. Est-ce qu'elles ont le pouvoir de contraindre l'exécutif, afin de contraindre l'exécutif municipal? Quel est le pouvoir de ces populations vis-à-vis des communes? Est-ce qu'elles peuvent dire, par exemple, écoutez, nous avons vu un puits d'eau que vous avez mis là, mais qui n'a pas l'air de fonctionner comme il faut. Venez de faire ce puits d'eau. Je voudrais savoir quel est le décret. Non. En principe, les populations ne devraient plus elles-mêmes se lever pour revendiquer quoi que ce soit. Du moment où elles ont déjà donné leur pouvoir aux conseillers municipaux. C'est les conseillers municipaux, comme je le disais, qui ont donc la possibilité de poser directement les problèmes des populations. Et si le conseiller joue mal son jeu? On voit des conseillers qui jouent un mauvais jeu quand même. C'est-à-dire qu'ils viennent s'allier à une cause qui n'est plus la cause de ces populations. Et ça devient un problème. Est-ce que ces populations-là peuvent encore accepter? Ou alors croire en ce conseiller municipal? Bon, maintenant, le conseiller municipal en question, il n'est pas seul. Ils sont nombreux. Donc, si lui, il est défaillant, il peut se trouver, il devrait se trouver, et il s'en trouve même d'ailleurs, dans le conseil des conseillers municipaux qui soient capables de porter, n'est-ce pas, la voix des populations.
nous est arrivé la dernière fois d'avoir le maire de la ville en face de nous et de lui poser le problème de la route qui se dégradait aux alentours du stade de Japoma. Plein de conseillers étaient là, n'osaient pas. Mais nous l'avons fait. Et, séance tenante, tous ont dit oui, effectivement, il y a des soucis à ce niveau-là. Donc, les populations ont toujours le moyen de faire passer leur message. Quel que soit par personne déposée. Oui. Je pense que c'est le principe de la démocratie indirecte. Hein. Quand on parle de CTD, si vous donnez votre pouvoir aux conseillers, qui le donnent aux conseillers régionaux comme ça s'est fait la dernière fois, et les deux se mettent ensemble pour donner aux sénateurs. Voilà. Donc, alors, vous avez parlé tout à l'heure du maire de la ville. Je voudrais faire une parenthèse là-dessus. Ce monsieur a entrepris de le faire, je crois, le tronçon à 14, mais lorsque vous arrivez, vous êtes surpris qu'à peine on a pris quelque part, à mettre quelques mètres, à mettre les pavés, et on arrête effectivement ces pavés-là, là où il y a encore un autre obstacle. C'est-à-dire qu'on va d'un niveau, on arrête, et puis on laisse l'obstacle, et puis on met encore de l'autre côté, et puis finalement on ne met plus rien. Et puis on fait le tapage à la télévision qu'on a fait. On a fait un travail. Ce n'est pas tout. Il y a des projets qui semblent être encore dans cette mairie-là, qui sont des projets purement pompeux, au point où on se demande bien, est-ce que ces gens-là sont là pour une action concrète de manière à satisfaire les populations? À Douala, toutes les routes sont gâtées. Monsieur le maire de la ville de Douala, toutes les routes sont gâtées. Vous ne pouvez pas rouler 200 mètres sans toutefois avoir un obstacle devant vous. Et généralement, ça commence tout petit. Et vous attendez que cela s'agrandisse. Et finalement, on ne voit plus rien. Peut-être qu'il faudra qu'il y ait des morts pour qu'un jour on se lève pour dire, écoutez, il faut résoudre ce problème. C'est juste une alerte en direction du maire de la ville de Douala, parce que nous savons qu'il a le pouvoir, il a les possibilités de pouvoir le faire, qu'il essaye de faire ce travail. Ça sera très intéressant pour les populations de la ville de Douala, qui subissent d'ailleurs ces immondices, qui finalement deviennent aussi un problème réel. Et d'ailleurs, je vous suggère, dans les prochaines émissions, je vous montrerai un peu la face de la ville de Douala avec ses immondices, y compris les villes de Yaoundé, qui sont des deux grandes métropoles du Cameroun, mais qui brillent par leur insalubrité intenable. Je dis bien intenable. Je revenons maintenant sur la thématique qui nous intéresse pour évoluer un peu. On parle de la décentralisation comme modèle de gouvernance en Afrique subsaharienne. Comprendre sa pertinence. Si on a choisi la décentralisation, peut-être parce que à partir de cette décentralisation, on avait un espoir que les populations peuvent enfin souffler. Mais là, on trouve qu'il y a également beaucoup d'embûches, des rouleaux d'étranglement, au point où on se demande bien, est-ce qu'on aurait mieux choisi en mettant notre choix sur la décentralisation. Monsieur le conseiller, les acteurs de la décentralisation, parmi lesquels vous avez les maires qui semblent être d'ailleurs ceux qui non seulement sont garantis d'un pouvoir que leur donnent les populations, mais aussi, à travers vous, les conseillers, vous leur donnez un certain nombre vous leur donnez également le pouvoir, à travers les délibérations, de poursuivre l'action que vous aurez souhaitée. Mais qu'est-ce qui, finalement, fait en sorte qu'on puisse faire 5 ans et qu'on ne puisse pas pointer du doigt 2 réalisations dans une commune? Est-ce d'incompétence de l'exécutif municipal ou tout simplement, on va dire, le laxisme aussi du conseil municipal qui finalement, prend du plaisir à dormir? Bon, je vais d'abord... il y a eu une interpellation du maire de la ville là, tout à l'heure, pour ce qui est de la route de PK14. Sans prendre sa défense, hein, je crois qu'il a agi en urgence, parce que cette route-là était totalement impraticable. Oui, mais jusqu'à présent, elle n'est pas bonne. Hein. Oui, sauf que il y a un plan, la mairie de la ville a eu une convention de financement, elle va se procurer un certain nombre d'engins, donc elle sera en mesure de faire des travaux, de mener des travaux. Vous dites bien, elle sera à mesure. Nous voulons qu'elle fasse. Mon interpellation, c'est pour que cette mairie fasse effectivement ce qu'elle a fait. Vous parlez de la route du tronçon 14. Vous passez à 14, monsieur le conseiller. C'est vrai que c'est dans le ressort. C'est dans le ressort de Douala 4e, non? Douala 5e, je crois. Cette route a la particularité de diviser 2 arrondissements. Douala 3e et Douala 5e. Alors, lorsque vous allez à 14, j'ai peur qu'en sortant de cette émission, les populations qui prennent le tronçon PK8
jusqu'à PK14, PK16, de vous de la pique là-dehors. On va Parce effectivement, de vous de la pique là-dehors, parce qu'effectivement, vous dites des choses. On va quand relativiser. nous disons que cette route, elle est extrêmement mauvaise. Non. Vous Peut-être nous- après 14, mais jusqu'à 14. Je dis bien de PK8 à 14. Regardez d'abord le marché 14, au Carrefour, là, c'est ce que ça vous donne. Il n'y a que le carrefour actuellement. Bon, sortez le Carrefour, descendez à PK12. Vous avez des terribles embûches là qui dérangent énormément. Vous ne voyez pas ça? Non, non, non. Vous ne voyez pas ça, monsieur le conseiller? Les travaux Ok, ont très été bien. faits. On va laisser ces chapitres. Les travaux, je vous ai dit que le mois est à Issa. Encore une fois, j'avais battu campagne. J'étais allé dans cette zone-là quand elle était hyper dégradée pour interpeller le maire de la ville. Maintenant, il y a un peu d'amélioration. Maintenant, il y a ces travaux qui ont été faits, ces travaux de surface, mais les vrais travaux vont se faire après. Très bien. On- Les vrais travaux vont se faire après. La ville de Paris, non. Du maire de la ville, de maire de la ville, il n'y a pas de souci. Si vous avez les secrets de cette mairie et que vous pouvez dire à nos téléspectateurs que les vrais travaux seront après, je crois que Il nous est allons venu vous se croire. confier au conseil municipal de Douala 3e Très bien. et a pris cet engagement. Il a pris cet engagement. Ouais. Et vous savez ce que c'est qu'un engagement des hommes politiques? Ils n'ont jamais tenu les engagements. Quand ils arrivent, ils vous disent que bon, je vais faire ceci, je vais faire cela. Après, ils ne foutent rien du tout. Ils attendent 1 an avant que le mandat ne s'achève pour venir vous donner quelques bouts de pain, et quelques bouts de sardines. D'ailleurs, les Camerounais en mangent, mais vous les jettent sauvagement parce qu'ils ont compris que c'est des petits pièges que vous leur donnez souvent. Très souvent, monsieur Yedeo, les hommes politiques, on n'en a pas du tout confiance. C'est l'action sur le terrain qui est importante. C'est ça c'est clair. Et c'est d'ailleurs ça à l'égard sur les communes. Nous jugeons l'action sur le terrain et non les paroles des hommes politiques qui ne sont pas des paroles crédibles. À mon avis, ce ne sont pas des paroles crédibles. Alors, on parlait, on est en train de sortir. Il nous reste environ 9 minutes pour partir d'ici. Permettez-moi, monsieur le conseiller, de vous faire suivre maintenant un autre décryptage. Cette fois-ci, c'est le rôle du maire qui semble être intéressant ici. Le rôle du maire et ses adjoints. Et nous revenons pour des échanges. Le maire est une autorité territoriale, une autorité locale qui est à la tête de ce qu'on appelle une collectivité territoriale. C'est-à-dire, c'est une entité territoriale dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie financière, administrée par des organes élus ayant des domaines de compétences propres. Alors, le maire est défini, est présenté par la loi comme le chef de l'administration communale ou municipale. Il est le président du conseil communal ou municipal qui délibère et lui, il exécute. C'est lui qui coiffe tout ce qui est exécutif au niveau de la commune. Il gère, il a les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières à sa disposition pour mener à bien cette mission. Le maire a double casquette. Le maire est autorité locale et à ce titre, il n'a pas de supérieur hiérarchique. Il est placé sous la tutelle du préfet. Mais le maire est aussi un représentant de l'État dans la commune. Lorsque nous prenons les adjoints au maire, ils sont 2 dans les communes ordinaires et 3 plus les chefs d'arrondissement dans les communes à statut particulier, c'est-à-dire Cotonou, Porte-Novo et Parakou. Les adjoints au maire assistent le maire. C'est pour ça que la loi béninoise a fait fort en disant que le maire seul est l'organe exécutif. En parlant, la loi n'a pas inclus les adjoints dans le dispositif organique pour l'exécution au niveau de la commune. Les adjoints assistent
est supplée dans l'ordre de préséance quand le maire n'est pas là. Les 2 adjoints ou les 3 adjoints dans les communes à statut particulier n'ont pas besoin que le maire voyage pour exercer des rôles, pour jouer des rôles dans la commune, mais dès que le maire est élu, parce qu'il est élu avec les adjoints, le maire prend un arrêté pour attribuer des domaines de compétences à ses adjoints. Beaucoup de communes n'ont pas attendu que le législateur intervienne dans ce domaine avant de donner des délégations de pouvoir aux adjoints. Merci à l'organisation menée ce matin, en fait, je voudrais dire ce soir, par notre ami Ayouk David, qui est l'organisateur du jour. Alors, conseiller Yédé, on va constater qu'à Cotonou, je voudrais dire au Bénin, les prérogatives du maire ne sont pas très différentes. Du Cameroun, du Sénégal et bien d'autres pays. C'est pratiquement les mêmes, sauf qu'au niveau peut-être des nomenclatures, cela semble être différent. Non, c'est exactement la même chose. Hein. Le maire est le tout-puissant. Maintenant, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs. Bon, sauf que la nuance avec là-bas, c'est l'ordre de préséance. Ici, le maire peut décider que c'est son 5e adjoint qui fasse tout. Qui fasse tout, tout à fait. Oui. Quand il n'est pas là. Oui, quand il n'est pas là. Ou bien même quand il est là, il y a des prérogatives qu'il... Donc, il n'a aucune exigence en termes de préséance. Il fait cette délégation en fonction de son ressenti. Maintenant, on va peut-être parler des compétences de ses adjoints en fonction de leur profil. Il peut donc dire, OK, tel est plus apte, plus à même à faire telle chose. À faire telle chose. Mais le maire est le tout-puissant. Il vous regarde comme ça, lorsque votre tête n'est pas intéressante, il vous dit, OK, vraiment, je ne vous donne rien. C'est peut-être ce qui attise souvent les conflits entre ces différents membres de l'exécutif municipal. Vous allez entendre que le premier adjoint va vous dire, mais vraiment, le maire titulaire, là, il n'est pas sur lui. Moi, je ne comprends pas. Depuis que je suis là, il ne m'a jamais rien donné. Ouais. Le 3e adjoint va vous dire que lui vient seulement assister au conseil comme ça. Hein? On vous dit que non, c'est le 5e adjoint, finalement, qui est son complice. Ouais. Vous avez si bien fait. C'est des choses que nous vivons quotidiennement. On le dit peut-être comme ça à la télévision. Les gens pensent que c'est de la blague, mais c'est ce qui existe dans cette commune-là. Voilà comment, effectivement, ça fonctionne. Et alors, comment faire donc pour taire ces types de querelles qui, en fait, ne sont pas là pour les avancées des populations quand même. Dans une commune, on n'avait plus envie de ces types de querelles. Comment faire pour taire cela? Bon, maintenant, je pense qu'il faudrait tout simplement que les gens se mettent d'accord pour dire qu'ils sont là pour servir et non se servir. Maintenant, s'ils sont là pour servir, les tâches peuvent donc être réparties en fonction, comme je le disais, des capacités, des aptitudes des uns et des autres. Surtout que l'on maintienne le service pour le bien-être des populations. Mais s'il y a d'autres intérêts, à partir du moment où il y a d'autres intérêts qui prennent le dessus, on se retrouve avec ce genre de situation-là. Bon, maintenant, peut-être que pour des partis politiques un peu plus structurés, la hiérarchie peut régler ce genre de choses. Même comme on pense que quand quelqu'un est déjà maire, il est maire. Il est maire. Mais il peut être démis de son parti politique, mais il reste maire. Sauf à se faire, n'est-ce pas, démettre de ses fonctions, comme c'est le cas ces derniers temps ici au Cameroun, avec ces maires qui sont menacés par leur conseil. Il y en a beaucoup qui sont menacés par leur conseil. Il y en a même qui ont été éjectés par leur conseil. Si je me rappelle, le maire de Lac d'Eau a été éjecté, il faut le dire, remplacé immédiatement. Et il y a certains qui sont vraiment menacés par leur conseil. Alors, monsieur le député, monsieur le conseiller, en fait, je vous souhaite d'être député, pourquoi pas. C'est aussi un poste électif. Hein. Peut-être que les populations pourront vous faire cette confiance si jamais vous souhaitez être député de la nation. Ce n'est pas exclu. Vincent Yédé, conseiller municipal auprès de la mairie de Douala, la 3e. Il est d'ailleurs issu du parti du PCRN. Je crois, c'est ça? Parti camerounais pour la réconciliation nationale, effectivement. Alors, je voudrais comprendre avec vous, cette marche de la décentralisation de 2010 à 2023, 13 ans au Cameroun déjà, on peut relever des bons points?
Oui, absolument, on peut relever des bons points. Vous savez, la décentralisation est une espèce d'exutoire aussi politique. Vous savez, tous ces gens qui veulent s'exprimer, qui pensent être exclus de la gestion des affaires du pays, trouvent en la décentralisation une occasion de s'exprimer, de se mettre en valeur, n'est-ce pas, et de montrer ce dont ils sont capables pour le bien-être des populations. Et cela n'exclura donc pas que quelqu'un commence maire, n'est-ce pas, et qu'il finisse, ou alors que quelqu'un commence comme conseiller, tout à fait, et n'est-ce pas, finisse par se retrouver comme sénateur, voire même plus, comme ça se voit dans d'autres pays. Mais au niveau de ce qu'on voit sur le terrain, comme je le disais, il y a quand même des petites avancées. Les pesanteurs aussi. Bon, les pesanteurs, c'est normal, c'est des fonctionnaires qui essaient de veiller, de protéger leurs intérêts, malheureusement, au détriment du bien-être général. Mais le fait que l'on ait mis en place le Sénat déjà, le fait que nous ayons le poste de médiateur dans les deux régions si vous voulez, ainsi. Oui, le fait qu'il y ait déjà cette House of Chiefs, c'est des signaux qui permettent quand même de faire retomber la tension et qui prouvent que nous sommes en train d'avancer. Oui. Quel que soit le rythme qui peut être jugé par chacun, mais il y a quand même des avancées notables. Oui. Selon vous, M. Vincent Yodé, conseiller municipal, je vous suggère de suivre ces derniers éléments que nous avons préparés pour vous. Il s'agit là d'un reportage qui nous vient du Gabon. Et c'est un besoin d'aide de la commune de Mojomoué qui nous intéresse. Il y a encore des communes qui souffrent énormément et qui ont besoin de l'aide. Je vous en suggère de suivre celle-ci. Et nous revenons pour les conclusions. Étonnant mais vrai, la commune de Djomoué se situe entre la rive gauche du fleuve Komo et l'océan Atlantique, mais sa mairie se trouve dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, d'où la présence du premier magistrat de cette localité à la décentralisation qui souhaite corriger ce dilemme. Nous sommes une jeune commune qui malheureusement exploitons notre commune dans une gestion extraterritoriale, d'autant plus que nos administrations sont basées à Libreville. C'est une véritable problématique pour nous et pour nos populations qui aujourd'hui se sentent abandonnées par rapport au fait que les responsables administratifs ne sont pas dans leur localité. Donc nous avons débattu avec le ministre qui nous a rassurés. Pour se rendre à Djomoué, il faut emprunter la voie maritime grâce à une navette depuis Libreville ou alors prendre la route nationale jusqu'à Kango. Là encore, les autorités administratives sollicitent un soutien particulier du ministère de tutelle. Nous avons un handicap majeur qui est les éléments structurants qui nous permettent justement de rallier de manière permanente notre localité. Vous devez savoir que nous sommes sur la rive gauche et pour regagner notre localité, nous devons nous déplacer, nous devons braver la mer. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas bénéficié de la part de l'État de ces moyens structurants nous permettant justement de rallier notre localité. L'édile de la commune a par ailleurs présenté au patron de la décentralisation l'une de ses nombreuses difficultés. Ce sont les opérateurs économiques qui ne s'acquittent pas de leurs obligations fiscales, une problématique qui paralyse entre autres le développement de cette localité. Il s'agit là de la commune de Djomoué dans le 5e arrondissement de la ville de Libreville. Alors, lorsque vous regardez ça, vous vous dites à droite la 3e, franchement, vous êtes aux anges, mon conseiller. Mais non, en fait, ici, il s'agit d'une commune qui est située à la périphérie. Donc, c'est comme Manoka. Voilà. Et ceux qui l'administrent sont à Libreville, donc comme à Douala. Tout à fait. Ça pose un problème, même dans leur déplacement. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la commune a besoin de moyens. Il y a des entreprises qui opèrent en son sein, mais qui refusent de payer les impôts. Alors, vous refusez de payer les impôts, comment la commune fait pour pouvoir avoir des ressources? D'où on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, de la sensibilisation, de l'éducation des populations et des différents acteurs économiques pour qu'ils sachent qu'ils doivent mener des actions citoyennes et payer les impôts
c'est jouer un rôle citoyen. C'est ce qui permet à la commune d'avoir des ressources pour pouvoir gérer les problèmes des populations, pour pouvoir contribuer au bien-être des populations. Mais tant que vous ne payez pas, vous voyez bien là qu'ils sont obligés de se rabattre sur l'État pour demander les moyens à l'État. Ils n'ont pas déjà la possibilité de faire la navette entre leur commune et Libreville. C'est de temps en temps qu'ils peuvent le faire. Pourtant, s'ils avaient les moyens de se doter... Voilà, s'ils avaient des moyens de se doter d'un bateau ou alors je ne sais quel autre moyen, ça permettrait déjà de mener au moins une activité, n'est-ce pas, qui puisse leur permettre d'avoir des revenus. Donc, j'en appelle aux citoyens dans tous nos pays pour dire que vous avez l'obligation de contribuer au bien-être des populations en jouant tout simplement votre rôle, en payant la fraction d'impôt qui vous est venant. Très bien, mon conseiller, on va donc sortir avec vous pour ce mot de fin. On se demande bien la décentralisation, donc comme modèle de gouvernance en Afrique subsaharienne, comprendre sa pertinence, c'était la thématique du jour. Est-ce que l'Afrique était prête pour y aller? On ne va pas dire que l'Afrique n'était pas prête, puisque les populations ont revendiqué, c'était une aspiration des populations, une aspiration profonde des populations. Maintenant, on va peut-être dire que c'est l'administration qui n'était pas prête à se dessaisir, n'est-ce pas, de ses privilèges, de tous ces privilèges, de tous ces pouvoirs, n'est-ce pas, pour permettre aux populations de s'auto-gérer. Tout à fait, de se réjouir comme elles peuvent. On parle là du transfert et des compétences et des moyens et des ressources financières qui semblent encore faire un véritable problème. La décentralisation a bel et bien besoin de tous ses pères, de tous ses fils et de tous ses enfants. Chacun devrait donc y contribuer selon ses capacités intellectuelles et financières. Pourquoi pas? Il faut y aller et ces acteurs qui doivent être au devant de la scène doivent mettre tout en œuvre pour y parvenir. En tout cas, il s'agit de remuer les ménages. Conseiller Vincent Yedeux, je vous rappelle que vous êtes issu du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Vous avez été là ce jour. Plusieurs nous ont zappé. D'ailleurs, on attendait encore 3 sur ce plateau. Ils ne sont pas arrivés. Mais vous avez constaté, nous avons pu faire ce programme avec le brillantissime Vincent Yedeux. Madame, Monsieur, la réalisation a été assurée ce soir par un certain Ayoub David, aux côtés de qui se trouve une véritable équipe de production. Je vous retrouverai certainement mercredi prochain pour une autre nature, pourquoi pas meilleure que celle-ci. C'est d'ailleurs notre souhait. Mais avant de retrouver ce programme en rediffusion dès le vendredi déjà, dès 21h, le dimanche 18h, le lundi 22h, avec beaucoup de plaisir et surtout, excellente fin de soirée et à bientôt.